Donc, on va donner la parole à Guy Samroun qui va nous présenter la quatrième euh, présentation, désolé pour la redondance, de ce soir sur ces mêmes IA génératives, mais cette fois-ci au secours des étudiants et des enseignants pour l'entraînement aux Écosses. Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'invitation à intervenir dans le webinaire. Moi, je suis Aguilas Hamoun, je suis néphrologue et je suis maître de conférence en santé publique épidémio à Lille. Je m'intéresse beaucoup aux modèles de langage et leurs implications et leurs applications en médecine, à la fois sur le plan recherche, sur le plan exercice médical, mais aussi sur le plan pédagogique. Et du coup, d'où l'idée de ce projet. On peut aller sur la diapo suivante. Globalement, j'ai vu que sur le programme, on était nombreux à intervenir sur, sur le créneau ECOS et on va comprendre rapidement pourquoi. Nous, on a rapidement identifié que l'écosystème formatif, c'est un réel enjeu, puisque on est tous confrontés aux difficultés organisationnelles d'un entraînement écos, avec à chaque fois la quasi-totalité des enseignants qui sont mobilisés dès qu'on doit faire un examen facultaire. Euh, Pas de débriefing à l'issue des examens, ce qui fait qu'ils n'ont pas de feedback. Et donc, finalement, réaliser un écos formatif avec un feedback, bah, il y en a très peu, ce qui génère de l'inquiétude auprès des étudiants à cause du peu d'entraînement disponible, d'où l'intérêt d'une solution qui soit facile d'accès, gratuite, validée pour un entraînement à tout moment. Et finalement, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais chez nous, on a investi beaucoup de temps et d'énergie pour former des patients standardisés, y compris des gens qui ne sont pas issus du domaine soignant, pour jouer ce rôle de patient standardisé. Ce qui est bien la preuve que finalement, ce qu'on recherche, c'est pas un soignant, mais un assistant conversationnel. Et c'est comme ça qu'on a fait le lien avec ChatGPT, mais toutes les IA génératives, à la fois pour jouer le rôle de patient standardisé, mais aussi, pourquoi pas, le rôle de l'évaluateur standardisé. Et c'est comme ça qu'est né le projet, donc il y a environ un an, au cours de l'été 2024. Et on a développé localement, grâce à deux personnes qui travaillent avec moi, notamment Raphaël Bentejac et Bastien Le Guellec, une application web qui soit responsive design, donc qui puisse s'adapter à différents écrans, que ce soit le téléphone, la tablette ou l'ordinateur, qui est euh, directement connecté à OpenAI et la version 4.0 de GPT, pour jouer à la fois le rôle du patient standardisé, mais aussi de l'évaluateur standardisé, avec une autonomie complète pour l'étudiant, puisqu'en fait, il se connecte, il va cliquer sur sa discipline et ensuite jouer une station d'Écosse en toute autonomie. Et chacune des requêtes est en fait envoyée directement à ChatGPT, que nous, on aura prompté avec la consigne pour le patient standardisé. Et puis, dans un second temps, dans un prompt complètement indépendant, on utilise la conversation archivée et on propose la grille de notation et on demande dans une requête indépendante, de nouveau à un modèle de langage, de faire la correspondance et de proposer une note à l'étudiant en déroulant la grille, en expliquant ce qui a été retrouvé par retrouvé, en évaluant aussi les attitudes et la communication, ces éléments qui sont rajoutés également dans la station des causes, bien sûr en, en s'intéressant ici aux attitudes qu'on pourrait évaluer sur la base d'un texte écrit. La communication non verbale, bien sûr, elle est exclue ici. Et en fournissant aussi à la fin, sur la base de cette grille et des attitudes, un débriefing qui soit personnalisé pour l'étudiant pour essayer d'identifier des axes de progression. Et bien sûr, tout ça reposerait sur des dossiers validés par les enseignants. Et notre question ici, c'était de savoir est-ce que ChatGPT est capable de jouer à la fois ce rôle de patient standardisé comme on l'entend, et est-ce qu'il est capable de jouer le rôle d'évaluateur standardisé comme on l'entend. Et je vous montrerai juste après les résultats de notre étude de validation. Donc voilà comment se présente l'interface. Ici, j'ai volontairement masqué la consigne, mais quand on clique sur la consigne, bah, c'est la consigne étudiant qui s'affiche. Et puis ensuite, vous voyez, c'est vraiment une interface simple de chatbot avec un chronomètre. Au départ, c'est 8 minutes pour respecter le timing habituel des stations. Et donc, j'écris bonjour et derrière, je reçois la réponse qui est en fait la phrase d'accroche qu'on a fournie dans le script ECOS pour le patient standardisé. Et puis ensuite, se joue cet échange comme lors d'un ECOS. Tout est tapé. Et puis à la fin, vous voyez en bas
Une fois que tout est fini, l'étudiant clique sur J'ai fini, je veux obtenir ma note. Et là, ça mouline le temps de faire la correspondance entre la conversation et la grille. Et donc, est générer une note sur laquelle je peux cliquer pour ensuite dérouler ma grille d'évaluation. Pour chacun des items qui étaient attendus dans la grille, est-ce que je l'ai eu, je ne l'ai pas eu. Ensuite, les attitudes sur l'échelle de Likert, comme dans le Vademecum des Ecos pour évaluer les attitudes. Et enfin, en dessous, quelques conseils d'un débriefing personnalisé qui est finalement une synthèse, des éléments de la grille que l'on a pu identifier. Et du coup, là, l'idée, c'est de vous montrer l'étude de validation et les résultats qui sont sortis de ce questionnement. On est parti en recrutement d'une centaine d'étudiants en mélangeant les promotions. Finalement, c'était environ 50% de Med 6 et puis 25% de Med 4 et de Med 5, issus de 5 facultés en France qu'on a recrutés en février 2025, avec différents éléments qui nous intéressaient. D'abord, 2 étapes de double expertise humaine indépendante pour en gros analyser chacune de ces interactions, ce binôme de questions-réponses, les analyser par l'expert humain, les faire coter, et ensuite coter chaque station d'Ecos, c'est-à-dire que l'expert attribuait une note à l'étudiant sur la base de la grille et du barème, et ensuite l'idée c'était de faire la correspondance entre ce que l'expert humain avait donné et ce que le chatbot avait estimé, et enfin un retour utilisateur via un auto-questionnaire validé sur l'utilisabilité des chatbots en santé. Alors, pour la première question, est-ce que ChatGPT est capable de jouer correctement son rôle de patient standardisé? Au final, on a expertisé, encore une fois, c'est double expertise indépendante de 2 experts, de 2 enseignants, 2940, 2939 requêtes de questions-réponses, ce qui représentait au total 184 stations qui avaient été jouées. Et le premier résultat qui est intéressant, juste après, c'est celui-là. C'est que quand on donne le scénario, le script standard du patient standardisé, premier résultat qui nous a surpris, on ne s'attendait pas à temps, c'est que dans 50% des cas, ce n'est pas directement couvert par le script. C'est-à-dire que le chatbot, l'IA, s'est retrouvé dans une situation d'improvisation dans environ 50% des interactions avec l'étudiant. Donc, c'est un résultat qui aurait pu nous inquiéter parce qu'on a toujours cette arrière-pensée de l'hallucination, forcément beaucoup plus quand il est en situation d'improvisation. Et vous allez voir qu'en fait, pas tant que ça, parce que le modèle 4O est très performant. Sur est-ce que la réponse est authentique, c'est-à-dire est-ce qu'elle correspond à ce qu'un patient aurait dit, on voit que c'est très très bon, et que ça soit couvert ou pas par le script, ça ne change pas grand-chose. C'est un tout petit peu mieux, c'est un tout petit peu plus authentique dans les questions qui sont non couvertes par le script quand il improvise. Est-ce que c'est correct? Est-ce que la réponse n'induit pas en erreur l'étudiant? Vous voyez que c'est très bon également, c'est très performant. Et est-ce que c'est pertinent? Est-ce que la réponse est adaptée? Est-ce qu'elle apporte une information d'intérêt? Et la réponse est oui. Et cette fois-ci, de façon un peu marginale, un peu moins bien quand c'est pas couvert par le script, en l'occurrence. Mais vous voyez que c'est moins de 2% d'erreur dans ces cas-là. Ensuite, le deuxième volet d'étude, c'est de savoir est-ce que ChatGPT est capable d'être un bon évaluateur standardisé des causes. Et cette fois-ci, le gold standard, c'est un consensus entre les 2 experts humains, plus une relecture par un troisième expert s'il y avait une discordance quelque part entre les 2 experts humains et ce que le bot avait attribué. Et ce qui est rigolo, c'est que vous avez sur la gauche, là, la courbe de densité des notes, elles sont quasiment superposables, c'est-à-dire que finalement, le chatbot, il cote les étudiants à peu près comme un expert humain, et presque un tout petit peu mieux que l'expert humain quand on le compare au gold standard, mais c'est de façon très, très marginale. Et on peut rentrer un tout petit peu plus dans le détail quand on s'amuse à faire des corrélations intra-classes. Cette fois-ci, c'est confronter soit le chatbot, soit chacun des humains experts de façon individuelle vis-à-vis de ce gold standard consensuel issu de l'expertise humaine. Et on se rend compte que là, effectivement, si on rajoute un cran à la diapo, que l'indice de corrélation intraclasse, le coefficient, est un tout petit peu supérieur pour les cosbots, c'est-à-dire que par rapport à l'humain, de façon individuelle, il a l'air de mieux se rapprocher du gold standard, probablement parce qu'il ne fatigue pas et qu'il y a beaucoup moins d'oubli que l'expert humain quand il doit coter. Alors là, c'est quasi parfait et je vous montrais en préambule que l'outil qu'on a développé, il devait aussi analyser des attitudes. Et ce qui est rigolo, c'est que là, par contre, en termes d'attitude, pour évaluer ces attitudes sur l'échelle de Likert, bah, c'est moins bon.
Alors, si on rajoute un cran, vous voyez que là, l'indice de corrélation il est vraiment beaucoup moins bon, alors que les humains entre eux sont plutôt assez concordants sur à quel point ils ont considéré l'étudiant comme satisfaisant ou pas sur un certain nombre d'items. Par exemple, est-ce que l'anamnèse était structurée? Est-ce qu'on est allé chercher suffisamment d'informations? Est-ce que, on a suffisamment vulgarisé et rendu intelligible l'information qu'on voulait fournir aux patients standardisés? On a l'impression que l'humain, en tout cas les humains entre eux, se corrèlent mieux que le bot vis-à-vis des humains. Je vous disais, la troisième partie de l'étude de validation, c'était l'utilisation de cet auto-questionnaire validé, dont la référence est en bas à droite. C'est une équipe de Dublin qui a créé cet auto-questionnaire qui sert à évaluer l'utilisabilité des chatbots en santé de manière générale, auquel on a rajouté 6 questions qui sont propres au débriefing, puisque les chatbots en santé, ils ont pas ce côté pédagogique que nous, on voulait évaluer ici. Et donc, grosso modo, les 4 messages qu'on peut retirer de ça, diapo suivante, c'est que d'abord, juste avant, il manque quelque chose sur la diapo d'avant. Normalement, voilà. Il y a des choses qui devaient apparaître. Que les échanges, l'expérience utilisateur, c'est que le bot n'est pas si robotique que ça. Finalement, il a une personnalité qui est assez naturelle et qui ressemble à celle d'un humain, qui est facile d'utilisation, que les échanges sont assez constructifs, c'est-à-dire qu'il part pas, il sort pas du sentier, c'est constructif, il apporte des réponses qui servent à l'ECOS. Et in fine, les étudiants ont plébiscité le débriefing qu'ils ont trouvé à la fois personnalisé, qui permettait de cibler des axes d'amélioration et qui en plus était encourageant, motivant. On l'a prompté pour être très bienveillant. Et pour finir, sur les retours, globalement, ils sont très positifs. Quand on demande aux étudiants est-ce que vous pensez que ce serait utile comme pour un entraînement aux écos, ben, de façon attendue, ben, ils sont très nombreux à dire que c'est bien sûr une très bonne, un très bon outil d'entraînement. Le nuage de mots est très parlant également sur quels sont les 3 premiers mots qui leur viennent à l'esprit quand ils doivent décrire l'expérience de l'EcosBot. Et on a également fait une analyse thématique des commentaires libres qui est intéressante et on peut mettre en regard les verbatims qui arrivent juste après. Et il y en a encore d'autres qui viennent juste après. Le verbatim bleu, c'est vraiment le verbatim par excellence de l'étudiant qui a vraiment identifié l'intérêt de l'outil. Mais ce qui m'intéresse, c'est ceux qui sont en rouge, qui sont des verbatims plutôt négatifs, mais qui sont rigolos. J'ai bien aimé le fait que le patient soit réaliste, mais pas toujours évident de faire comprendre les termes techniques. Et c'est rigolo de voir en direct l'ambivalence de l'étudiant face à la station d'écoute, parce qu'en fait, le problème, c'est pas le chatbot en lui-même, mais l'exercice difficile de dialoguer avec un patient simulé et qui respecte finalement son rôle de patient simulé, qui ne comprend pas les termes techniques. Et la deuxième phrase est encore plus explicite, je voudrais qu'il comprenne mieux les termes médicaux. Donc finalement, même ces commentaires négatifs, ils reflètent probablement des forces de l'outil. Donc en message clé, notre étude de validation, elle montre que l'EcosBot il est capable de simuler le patient et l'évaluateur standardisé avec une grande fidélité, y compris dans les situations où il doit improviser, puisque c'est extrêmement fréquent, dans 50% des cas à peu près. L'évaluation de l'étudiant est superposable à celle que produirait un expert humain, voire peut-être un peu meilleure. L'outil a été très apprécié des étudiants et il y a des réflexions en cours autour du modèle économique, comment on le met à l'échelle de nos promotions, comment on le met à l'échelle d'intégrer un volume important de stations d'écos, de comment les générer, de développer une interface enseignant et bien sûr de souveraineté de l'outil, puisque en l'occurrence, c'est une question qu'on se pose tous. En l'occurrence, jusqu'ici, on a utilisé OpenAI. On aimerait bien basculer sur un modèle européen. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, ils sont pas aussi bons. Mais l'outil a été conçu pour que si apparaît un nouveau modèle, éventuellement open source, qui puisse être utilisé à partir d'une machine, entre guillemets, standard, on puisse faire la bascule assez facilement. Voilà, j'ai Merci essayé pour d'être cette concis. conclusion, Aguilas. C'est très important parce que effectivement, c'est terminé cette présentation passionnante en insistant sur cet aspect de souveraineté qui avait été évoqué tout à l'heure en introduction. On a une question, on a quelques questions, on va les prendre très rapidement parce que là, on a mangé beaucoup de temps sur cette présentation.
Est-ce qu'il y a des différences, demande Marc Culgia, constatées selon les spécialités abordées pendant les Écosses? Yes, brièvement. Très bonne question. Pour le moment, l'étude de validation s'est faite que sur des stations de néphrologie pour des questions d'affinité, mais on a fait 4 stations différentes, dont la moitié était sur de l'anamnèse et l'autre sur de l'interprétation de bilan biologique. Et on a regardé s'il y avait une différence entre ces deux types de stations, et absolument aucune. Ok, super. Et j'ai une autre question aussi que je vais lire pour tout le monde. Est-ce que cela veut dire que il, donc le il étant le bot, est bon pour les connaissances, mais pas pour en évaluer la dimension relationnelle? Ça, c'est une question. C'est dur d'évaluer cette question. Je dirais juste que C'est autant une question piège, évidemment. autant pour un item binaire qui est est-ce qu'il a dit les œdèmes sont blancs, indolores et symétriques, c'est simple de fixer un gold standard, de dire oui, non. Autant l'échelle de Likert qui évalue à quel point l'étudiant a été satisfaisant dans son attitude, dans la structuration de l'anamnèse, déjà j'ai une difficulté pour identifier un gold standard qui soit indiscutable. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il corrèle moins bien avec ce que l'expert humain aurait positionné comme réponse, mais je ne sais pas si l'expert humain a forcément la meilleure réponse. Mais ce qui est sûr, c'est que effectivement, à ce jour, on ne recommanderait pas de l'utiliser pour cette partie-là.